Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Présentation de cette avant-dernière étape de la Vuelta. On va revenir un petit peu sur tout ce qui peut se passer pour cette journée et notamment est-ce qu'il y aura une bagarre entre les leaders ou est-ce qu'il y aura une situation de statu quo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour cette journée, quelle est votre grosse cote. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur celle-ci. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis vous pouvez me soutenir également en cliquant rapidement sur les miniatures, sur les notifications, parce que comme ça permet de mettre en avant des vidéos sur YouTube. Et je remercie les gens qui se sont abonnés récemment à la chaîne, que ce soit sur la Vuelta, même sur le Tour de France. Il y a eu beaucoup d'abonnés sur le Tour de France également. Étape numéro 20, c'est une journée qui va être... c'est une journée pour la gagne. C'est une journée pour la gagne. C'est une journée qu'il ne faut pas rater si on veut être bien placé au général. On n'a pas le droit de se rater aujourd'hui. Voilà, c'est les journées un petit peu coup près, comme on dirait en Ligue 1. On sait que voilà, en football, on sait qu'il y a 2-3 journées voilà, du championnat qu'il ne faut pas rater. C'est les matchs qu'il ne faut pas rater si tu veux jouer le maintien, par exemple, ou si tu veux jouer la gagne. Là, ça fait partie des combats qu'il ne va pas falloir rater parce que ça peut compter que ça soit sur cette Vuelta, mais aussi dans ta carrière. Ça peut compter dans ta carrière. Imaginons, par exemple, Lucas Carapaz, il remporte un deuxième grand tour dans sa carrière. Ça comptera. Imaginons Enric Mas qui gagne pour la première fois en Espagne. Ça comptera aussi. Et surtout pour la Movistar aussi, ça comptera dans ta carrière. Roglic qui gagnerait 5e Vuelta, 4e ou 5e Vuelta, je ne sais plus, pour Roglic. Là aussi, ça compterait dans la carrière. Donc c'est vraiment une course importante, une étape importante. Et il ne va pas falloir se rater. Pour ça, il va falloir une bonne équipe. Parce que la journée va être dure pendant toute l'étape. C'est la différence par rapport aux autres journées de compétition, quasiment que nous avons eues sur cette Vuelta, et la plupart des courses que nous avons en Espagne, c'est que c'est assez rare d'avoir autant de densité, de difficulté sur une journée de 170 km sans être obligé de repasser 2 fois par la même côte. C'est la particularité de cette étape. Et même si on tournicote autour du Picon Blanco, on ne prend pas 2 fois le Picon Blanco. Donc ça va vraiment se dérouler ça va vraiment être un enchaînement de bosses. Il va falloir s'adapter. La fatigue aussi, parce que ça arrive la veille de l'arrivée et que forcément les coureurs commencent à être pas top au niveau physique, encore plus sur une Vuelta, parce que la plupart des coureurs ont une 60aine de jours dans les pattes. C'est rare les coureurs qui, dans le cas de Sepp-Kuss ou Skelmose, sont à 45 jours. Et qui a, même si de toute manière tu n'as que 45 jours, il ne faut pas oublier les jours de stage. Auparavant, je rappelle que certains ont commencé la saison en janvier, d'autres en février. Ça veut dire qu'on arrive en septembre. Ça commence à faire 7-8 mois de compétition, ça commence à faire beaucoup. Il commence à y avoir une fatigue physique, mais aussi une fatigue nerveuse. Et c'est plus compliqué de se dépasser quand la fatigue est là au niveau mental. Donc ça va être vraiment le gros travail pour les coureurs. Et puis oui, c'est une journée qui va être intense, un enchaînement de bosses. Et puis le fait qu'on ait aussi pour l'instant un peu d'écart au général, ça va jouer forcément pour cette dernière grosse journée de montagne. Et puis le fait est aussi que demain c'est un contre-la-montre de 24 km et que certains coureurs sont obligés de tenter des choses aujourd'hui parce que sinon ils vont perdre des grosses positions au général dimanche lors de la dernière étape. Dénivelé positif, 5077 mètres, c'est l'étape la plus dure en termes de dénivelé positif de cette Vuelta. Allez, on regarde tout de suite la présentation du parcours de cette avant-dernière journée. Étape numéro 20, l'étape de la peur, comme on pourrait la surnommer. C'est vrai que je vous en parle depuis quand même de nombreuses journées de cette étape numéro 20, 172 km au programme entre Villarcayo et le Picon Blanco, côte dont j'avais confondu le Picon Blanco et les Lagos de Covadonga, la dernière fois pour Tour de Burgos.
Villar-Caillaux, donc début de journée, l'Alto des Boscos et quelques bosses, un final qui ne sera donc pas si facile, un début de journée qui sera pas si facile que ça, ponctué par une montée au kilomètre 34, 9 km 2 à 3% de moyenne, ça reste quand même très raisonnable en termes de pourcentage, mais c'est du faux plat montant et ça fait partie du calcul du dénivelé positif. Je vous montre pas les deux premières côtes de la journée, parce que le détail des pourcentages n'est pas vraiment très intéressant. On enchaîne ensuite, donc ça c'est au kilomètre 34, donc on sera déjà plus qu'à 140 km de l'arrivée. Et puis ensuite le Puerto de la Braga, 5 km 8, 5,3 de moyenne, c'est assez régulier. Il n'y a pas vraiment de grosses différences de dénivelé et de pourcentage du côté de ce Puerto de la Braga. De la Braga, 5 km 8 à 5,3 de moyenne au kilomètre 55. Et puis on redescend vers Celaya pour la première côte importante de la journée, l'Alto del Caracol, 10 km 700, 5,4% de moyenne. On sera à 100 km de l'arrivée au passage de cet Alto del Caracol. Et vous voyez, c'est assez irrégulier, hein. Cet Alto de Caracol, ça marche un petit peu par rampe. Il y aura des rampes très dures, notamment entre le km 4 et le km 5, entre le km 6 et le km 7, et entre le km 9 et le km 10. Des rampes un peu plus roulantes, je pense notamment entre le km 7 et le km 8, le sommet, les 700 derniers mètres, les deux premiers kilomètres aussi, voire parfois même des situations de descente du côté de cet Alto des Caracoles. Mais voilà, c'est une montée qui va faire mal et surtout, c'est la première de tout ce final. C'est-à-dire dans les 100 derniers kilomètres, on enchaîne 5 montées. Donc ça, c'est pas anodin, hein. Ça veut dire qu'il y aura peu de moments de répit dans ce final, et notamment 3 côtes de première catégorie. Après l'Alto des Caracoles, on redescend et on attaque tout de suite la côte de première catégorie, le Portillo de Lunada, 14 km 100, 6,1% de moyenne au kilomètre 93. Ça c'est le sommet, c'est-à-dire qu'on sera à 80 km de l'arrivée, ce Portillo de Lunada. Là aussi, montée, c'est pas la plus dure, hein, qu'on a en Espagne, loin de là, mais il y a quand même, là encore, hein, la particularité de l'Espagne, d'efforts pourcentage. Alors c'est pas le Picon Blanco, hein, mais on a quand même entre le km 5 et le km 6, le km 12 et le km 13, et surtout, si vous regardez en détail, entre le km 10 et le km 13, parce qu'on sera au-delà de 8% à chaque fois, notamment un passage à 9,2%, donc les derniers kilomètres sont les plus durs. Il ne va pas falloir craquer à ce moment-là, parce qu'il restera encore une côte, c'est un triptyque pour démarrer, on va dire, avec le Portillo de la Sia, 7 km 2 à 5,8 de moyenne, peut-être la côte de cette fin de journée qui est la plus facile, au kilomètre 111, c'est-à-dire à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée. Voilà, ce Portillo de la Sia, un pourcentage max à 7,3% au kilomètre. Je rappelle, ce n'est pas le pourcentage max sur 100 mètres, mais ça reste raisonnable comme montée du côté du Portillo de la Sia. Et puis on redescend, longue descente du côté du Portillo de la Sia, avant de récupérer le Puerto de los Tormos, sprint bonif, kilomètre 146, c'est-à-dire qu'on sera à moins de 30 km de l'arrivée, on sera vraiment dans le final de cette étape. On sera à 26 km de l'arrivée précisément, et ce Puerto de los Tormos, 11 km de 5,8 de moyenne, là aussi on est sur une montée qui n'est pas si évidente que ça, même si on aurait presque pu aller entre première et deuxième catégorie, mais ça va faire de la fatigue du côté des coureurs, et puis ça risque de monter vite surtout, hein. Si on n'a pas encore fait les écarts, il faudra faire lâcher Roglic, hein. Encore une fois, le contre-la-montre lui est plutôt favorable, donc on peut commencer à attaquer à ce moment-là, surtout qu'au sommet de ce Puerto de los Termos, vous voyez, ça ne descend quasiment pas, ça sera quasiment du plat jusqu'à Espinosa de los Monteros, sprint intermédiaire, et le début du Picon Blanco, qui est quelques kilomètres après, 8 km à 9% de moyenne, côte de première catégorie, le Picon Blanco. C'est très dur, quasiment dès le départ, le Picon Blanco. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant avec cette montée, c'est qu'on peut commencer à faire des écarts ici. Et donc pour les coureurs à la Almeida, qui ont du mal à mettre en route, même si Almeida n'est plus présent sur cette Vuelta,
c'est une montée qui est pénible. Pénible parce qu'il faut être tout le temps, tout de suite dans le coup. Et ça veut dire que si vous craquez dans cette portion-là, il reste 7 bandes encore de montée. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas trop partir trop tôt, quoi. Parce qu'il y a encore des difficultés au sommet. Donc il faut bien gérer sa montée, pas se mettre dans le rouge, parce que ça c'est le pire. Et faire attention, voilà, parce que ça reste une montée costaud, et surtout c'est 8 bornes. Alors certes, il y a 2 km, on va dire, il y a 3 km, on est en deçà de 8% de moyenne. Et sinon pour le reste, c'est du sacrément costaud du côté du Pico Blanco. Je m'excuse, j'ai vu 2-3 bayous dans cette portion de vidéo. Je vous en excuse. Et pourtant, il est 15h, mais j'ai mangé un truc pas du tout digeste, pour tout vous dire, à midi. Et je le ressens. Je me sens un petit peu lourd. Voilà. Je me sens. C'est pas ce que devront manger les coureurs. Parce que ils seront pas efficaces sur le vélo. S'ils mangent ce que j'ai bouffé à midi. Ah, c'était même pas hyper bon en plus. Et c'était pas du tout digeste. Bon. On regarde le final au niveau des difficultés de trajectoire peut-être. Pas du tout de difficulté de trajectoire. Vous voyez, il y aura une... Alors, je m'excuse aussi des cailloux. Ils sont encore en train de trifouiller dans le champ, essayer de retirer tous les cailloux du champ. Je ne sais pas, c'est leur défi. En face, ils font ça depuis 4 jours. Là, ce matin, en plus, ils ont commencé à 7h15. Vous avez ce bruit-là de cailloux à 7h15, c'est assez agréable. Le plaisir de la campagne. Donc, vous aurez une double épingle, ici, et puis un dernier virage quasiment au sommet, c'est quasiment un virage en fait, l'arrivée du Pico Blanco, donc il faudra faire attention pour les coureurs, mais normalement ils connaissent cette montée. Encore une fois, c'est une montée qui est très souvent parcourue sur les routes de la Vuelta, donc ça ne devrait pas poser de problème aux coureurs. On regarde la carte du côté de la météo de cette étape, et bien on aura une fin de Vuelta extrêmement fraîche. Autant on a eu des journées caniculaires, notamment en première semaine, autant le temps a véritablement changé et s'est énormément refroidi sur cette Vuelta, sur cette 3e semaine. On n'a pas vraiment eu des coups de canicule. Donc avec un départ depuis Villarcayo, en fait c'est pas très loin du Pico Blanco, et ensuite on va tournicoter autour du Pico Blanco. Donc 19-20 degrés au niveau des températures, il devrait faire 13 au sommet du Pico Blanco. Quand je vous dis que c'est frais, c'est que c'est vraiment frais. Et puis avec un vent à dominante ouest, mais qui sera parfois ouest, parfois sud-ouest, parfois nord-ouest. Donc il a la dominante ouest, mais assez changeant selon les différentes communes du parcours. Et au niveau de sa force, il est plutôt fort, ce vent, entre 25 et 40 km/h, juste dans certaines zones où il pourrait être moins fort, mais un vent qui sera quand même assez costaud pour les coureurs. On regarde tout de suite l'histoire de la Vuelta. Du côté de cette histoire, de cette étape, on commence à Villarcayo. Villarcayo qui a accueilli des étapes du Tour de Burgos, notamment une remportée par Primož Roglič en 2023. Et puis la fameuse étape remportée par Bastien Tronchon, c'était en 2022. Il avait battu notamment Sivakov. La Vuelta y est passée. C'est la première fois que la Vuelta va passer par cette commune, malgré 19 passages du Tour de Burgos, notamment chez les garçons. Donc c'est vraiment une première, et puis des passages dès 1947 du côté du Tour de Burgos. Donc ça fait depuis très longtemps que Burgos passe par cette commune de Villarcayo. La première côte du jour, la Puerto de las Estacas de Trebois. Et bien là, c'est le 4e passage de la Vuelta. La première fois, c'était en 2013, lors de l'étape numéro 18. Étape qui allait au Peña Cabarga, remportée par Vasil Kiryenka, qui avait fait 43 km en solo. Krisander Sørensen avait pris la 2e place devant Adam Hansen, Martin Koller et Egoy Martinez. Et puis le dernier passage par cette difficulté, c'était en 2015, lors de l'étape numéro 14. En fait, les 3 passages se sont enchaînés, 2013, 2014, 2015. Et là, on allait à l'Alto Campo Fuente del Chivo. C'était Alessandro De Marchi qui s'était imposé devant Salvatore Puccio, José Joaquim Rojas, Michael Cherel et Carlos Quintero qui avaient complété le top 5.
Vous avez également le Puerto de la Braguia. Puerto de la Braguia qui a connu le passage de la Vuelta à 4 reprises déjà. La première fois c'était en 2006 lors de l'étape numéro 11. On allait à ce moment-là du côté de Burgos, on partait de Torrelavega, la ville d'Oscar Freire et même du vélodrome d'Oscar Freire. Et c'était pas Freire qui avait gagné, c'était Egoy Martinez en échappé en partant 10 km de l'arrivée. Il avait battu Nigo Landaluz, Volodymyr Gustov et Tourusoft avait pris la 4e place devant Alexandre Usov, le coureur de la G2R. Voilà, c'était une étape de moyenne montagne avec quand même 3000 mètres de dénivelé positif, mais c'était sur les 40-50 premiers kilomètres de l'étape. Dernier passage c'était en 2014 lors de l'étape numéro 13. On partait de Belorado pour aller à Obregon. Et là, c'était Daniel Navarro qui s'était imposé devant Daniel Moreno. Wilco Kelderman et Alejandro Valverde avaient remporté le sprint du peloton. Du côté de l'Alto des El Caracol, et bien là, c'est le 7e passage de la Vuelta. Le premier, il date de 2008. À l'époque, eh bien, c'était un certain Paolo Bettini qui s'était imposé devant Rebellin et Cunego. Et vous devez vous dire, bah dis donc, il nous en a déjà parlé de l'Alto del Caracol. Eh bien oui, parce que l'étape 17 passait par l'Alto del Caracol en milieu d'étape. Et oui, l'étape remportée par Canen Groves, on avait l'Alto del Caracol dans ces 2 difficultés en milieu de journée. Donc c'est assez rare, mais on y est passé lors de l'étape 17 et on y repasse lors de cette étape numéro 20. Donc 2 fois dans la même Vuelta, on passe par cet Alto del Caracol. Et puis, on a le Portillo di Lunada. Là, il a connu 4 fois le passage de la Vuelta. La première fois, c'était en 2008, lors de l'étape numéro 12, qui avait été remportée par Paolo Bettini, face à Rebellin, Cunego et Balan. On partait de Burgos pour aller à Swanses, avec cette difficulté en milieu de journée. Et puis la dernière fois, c'était en 2017, lors de l'étape numéro 17, remportée par personne, parce que normalement c'est Stefan De Nifel qui s'était imposé, le coureur de Aqua Blue Sport, sauf qu'il a été pris dans l'affaire Aderlas, mais sa victoire lui a été retirée, mais elle n'a pas été redonnée à Alberto Contador, qui avait fini 2e ce jour-là, devant Miguel André Lopez, Nibali et Zakharin. Donc techniquement, cette étape n'a été remportée par personne, parce que voilà, il est à la retraite depuis 2018 et suspendu depuis 2019. Je suis même pas sûr que cette victoire, parce qu'il est rayé au niveau des résultats, donc je sais même pas où ça en est de cette affaire avec Denifel, donc voilà, qui était passé chez Yam, chez Vacances Soleil et donc chez Aqua Blue Sport pour sa fin de carrière. Il s'était arrêté en 2018 dans cette équipe qui avait une particularité, c'est d'utiliser très régulièrement des monoplateaux. C'est même l'équipe qui a introduit des monoplateaux à l'intérieur. Lors de la dernière année dans cette équipe, vous aviez notamment un certain Casper Pedersen, Larry Warbase, vous aviez également Michel Creder, Aaron Gate, Eddie Dunbar qui faisait ses débuts, et puis Mark Christian, Adam Blythe aussi, qui devait être sur la fin de carrière. Adam Blythe, oui, parce qu'il a arrêté très jeune, Adam Blythe. C'est un bon sprinter, mais qui a arrêté extrêmement jeune, qui a fait énormément d'équipes. Lotto, Omega, BMC, même une équipe de Conti, NFTO par exemple. Je ne savais même pas que cette équipe avait existé. Il a fait Tinkoff, Orica, Aqua Blue Sport, Lotto Soudal de nouveau. Et il a arrêté dans cette formation. Et puis on termine avec le Puerto de la Silla, 2e passage de la Vuelta. Le premier c'était en 2002 lors de l'étape numéro 13, remporté par Giovanni Lombardi devant Davide Bramati et Paolo Bonsoni. On est arrivé du côté de Santander. Et puis la dernière difficulté du jour, qui est... alors vous avez le Puerto de los Termos, qui est pour la première fois utilisé par la Volta, et puis le Picon Blanco, utilisé par le Tour de Burgos. J'avais confondu avec la victoire de Remco et Evenepoel, mais utilisé également pas mal sur la Vuelta ces dernières années. C'est vrai qu'on a souvent eu des étapes qui passaient par le Picon Blanco, rien que en 2021 avec la victoire de Rentarama et
notamment sur la Vuelta en haut du Picon Blanco, et puis qui avait réussi à battre du beau monde hein, ce jour-là, Taramae. Il avait battu Dombrowski, Alisson, Calmejane. Voilà. Et Henrik Mas avait repris un petit peu de temps à Primož Roglič. C'était une montée sèche, mais personne n'avait véritablement voulu partir à l'assaut des échappés. Et puis, c'est la seule fois où le Tour d'Espagne y est passé. Et du côté du Tour de Burgos, il y a eu Landa, Miguel André Lopez, Remco Evenepoel, Ivan Sosa. La dernière fois qu'on y est passé, c'était en 2023. Victoire où on arrivait à Villarcayo et victoire de Roglič devant Vlasov, Yates, Hawson et Javier Romo qui étaient dans un deuxième groupe. On passe aux cyclistes du jour. J'en ai sélectionné deux aujourd'hui. Le premier, c'est Inigo Cuesta, né à Villarcayo. Inigo Cuesta, concurrent qui a commencé chez Euskaltel avant de rejoindre la Once et puis l'équipe Linda McCartney, mais c'était pendant pas très longtemps parce que l'équipe en fait ne l'a eu que un mois dans l'équipe Linda McCartney. Je sais même pas si c'est... Oui, c'est l'année où elle a dû faire faillite cette formation. Ce qui fait qu'Inigo Cuesta n'est quasiment pas resté comme Marcel Gonod ou encore Maximilian Schiandri également qui avait quitté cette formation dès le mois de janvier. Je pense que ça n'a pas dû arriver souvent. 2001, donc il rejoint la Cofidis du côté de la formation française, pardon. Il a même jamais couru quasiment avec l'équipe Linda McCartney. Et puis après, il fera un an à la Saunier-Duval avant d'aller à la CSC et de passer par Cervélo, la Cara Rural. Très longue carrière, un coureur qui a commencé en 1994 pour finir en 2011. Et parmi ces grands résultats, vous avez une étape du Dauphiné, une étape du Tour de Catalogne ou encore le Tour cycliste de Pays Vasco. Puis vous avez la semaine catalane, deuxième d'une étape de la Vuelta. Alors c'est vrai qu'il a que 3 victoires dans son palmarès, pas de victoire sur la Vuelta, mais il y a participé à 17 reprises, pardon. Il a 27 grands tours à son actif, Inigo Cuesta. Et la Vuelta, il l'a fait dès sa première saison en 94, où il avait fini à 15e du général. Son meilleur résultat restera 2001, où il était 13e au classement général, mais jamais de victoire d'étape. Une fois deuxième, c'était en 2005, mais très souvent dans le top 10, Inigo Cuesta, du côté des classements des différentes étapes. Et puis Francisco José Ventoso, coureur qui lui aussi a un point commun avec notre ami, ils ont même été équipiers une année avec Inigo Cuesta, chez Saunier-Duval notamment. Il est passé chez Movistar, chez BMC, chez CCC, Francisco Ventoso, souvent équipier. Vainqueur quand même de 2 étapes sur le Giro, à l'époque où il était chez Movistar. Vainqueur de Paris-Corrèze également en 2009, ça devait être peut-être la dernière édition de Paris-Corrèze. Vainqueur d'une étape de la Vuelta en 2006. Non, il y avait eu jusqu'en 2012 encore Paris-Corrèze. Donc oui, vainqueur d'une étape de la Vuelta. Paris-Bruxelles également dans son palmarès, 6 étapes du Tour de Castille et Léon, une étape du Tour de Lander aussi pour ce coureur espagnol donc de la région et qui a fini chez CCC. Alors dernière saison très courte, seulement 30 jours de course, année de la Covid 2020, et il avait abandonné sur la Vuelta après 5 jours de course et il n'avait pas repris ensuite. Il a 18 participations à des grands tours, Francisco José Ventoso. La stratégie, moi je pense qu'on va avoir une bagarre entre les leaders. Je vois pas de course en une. Alors hier j'avais dit une petite bêtise sur ma stratégie parce qu'en fait j'avais oublié de changer le texte. Et je suis un petit peu fatigué en ce moment et j'avais oublié de changer le texte. Après mes favoris, j'avais changé mes favoris mais j'avais pas changé le texte. Donc c'est une erreur de ma part. C'était pas 2 courses en une pour l'étape numéro 19. Donc ouais, pour moi on va avoir du grand spectacle entre leaders. Après on peut toujours se méfier d'une échappée de costaud, mais il faudra quand même des très costauds pour réussir à s'imposer. Et moi je vois bien une victoire
Enfin, je mise à la fois sur la victoire d'un leader et à la fois sur la victoire d'un coureur costaud, mais qui arrivera s'il échappait, mais 1h30, 2 heures à sortir. Parmi mes favoris, je mets Carapaz versus Roglic. Je pense que pour moi, c'est le match. Et puis en grosse cote, je mets Sepkus, qui partirait en échappée, qui n'aurait jamais beaucoup d'avance. Et puis en grosse cote, Jevine sur un échappée matinale, mais j'y crois pas des masses. En programme télé, départ fictif 13h, Las Etacaz et Trueba, troisième catégorie à 138 km de l'arrivée entre 13h56 et 14h. L'Alto del Caracol, deuxième passage sur la Vuelta, deuxième catégorie à 98 km de l'arrivée entre 14h54 et 15h06. Portillo de la Sierra, en deuxième catégorie à 60 km de l'arrivée entre 15h49 et 16h06 pour une arrivée prévue entre 17h17 et 17h44, quasiment comme tous les jours, sauf demain, parce que je crois que demain c'est un petit peu plus tard au niveau du contre-la-montre final de cette Vuelta. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!